Bah, écoutez, on va enchaîner. Alors tout de suite, ce serait libéré plutôt pour quelque chose. Alors j'ai été prévenu que conclure, c'était se condamner à la comment vous avez dit ? Flaubert. Oui, Flaubert. Conclure, c'est la bêtise, disait-il. Voilà, il disait aussi il faut arrêter au milieu d'une page, à moins que ce soit Maupassant, je ne sais plus. Bon, je n'ai pas prévu de conclusion formelle qui aurait été rédigée au début du colloque, puisque c'était doublement la règle qui s'imposait à moi. La règle de cette maison, c'est que nous sommes dans la science en train de se faire, et donc pas dans le paquet ficelé déjà fait. Et d'autre part, si les colloques doivent servir à quelque chose, c'est à échanger et à faire évoluer nos idées. Et donc, je dois dire d'abord toute ma reconnaissance à tous mes collègues, parce que dans ces 2 jours de discussion, effectivement, les représentations, les idées, les analyses que l'on peut avoir de cette question de la notion de solidarité, de sa mise en œuvre, à la fois comme nous l'avons fait dans le temps, dans l'espace, dans le monde contemporain, sont considérablement enrichis par nos travaux. Ce que l'on peut dire en première approche, que je retiendrai, c'est que la solidarité désigne une sorte de champ sémantique qui me paraît avoir été merveilleusement balisé dans la contribution de Charles Malamud, lorsqu'il énumère 5 traits qui permettent de la cerner, que je vous rappelle, la compassion, donc un sentiment, ce qui arrive à l'autre, je ressens que ça pourrait être moi. L'abnégation, donc il y a une part de sacrifice. La réciprocité, celui qui donne aujourd'hui recevra potentiellement demain. La coopération, donc l'idée d'une activité, d'un agir ensemble. Et enfin, l'interdépendance, c'est ce qu'on pourrait appeler une solidarité objective, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse, et indépendamment des sentiments qu'on se porte, eh bien, l'action de l'un va retentir sur la situation de l'autre. On peut dire que peut-être la réunion de tous ces traits est assez exceptionnelle. D'ailleurs, dans sa contribution, Charles Malamud donnait des exemples en énumérant à chaque fois il y a 3 traits réunis, mais manquent les autres. Et peut-être la seule situation où ces traits se retrouvent ensemble, c'est dans celle de la solidarité conjugale ou de type conjugal du couple. D'ailleurs, il conclut son introduction par « Bel ami, ainsi va de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous ». Bon. Mais dès que l'on sort de ce cercle étroit, qui est encore limité à 2, en dépit des progrès législatifs constants dont nous sommes les témoins, eh bien, les solidarités ne réunissent plus tous ces traits. Alors, revenons à l'histoire. Et nous avons commencé par l'exposé d'Alain Wishfels, qui nous a rappelé ce trait vraiment enfoui dans la mémoire, y compris la mémoire des juristes de droit social, que le concept est d'abord un concept juridique venu du droit romain. J'allais dire comme d'habitude, as usual. C'est-à-dire un très grand nombre des catégories de pensée qui ont migré vers les sciences sociales viennent des catégories romanistes, et il apparaît comme catégorie du droit de la responsabilité. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à fait à la fin de mon propos, parce qu'il me semble que ce lien très étroit entre la notion de solidarité et la notion de responsabilité ce lien est d'une très grande actualité. Mais bien sûr, la solidarité n'en est pas restée à cette définition technique, et elle a pris au cours du XIXe siècle différents sens, dont les plus notables sont une solidarité d'action, les actions collectives, les premières grèves, mais pas seulement les grèves. Et là aussi, penser solidarité, c'est se souvenir que les canuts étaient des petits entrepreneurs, par exemple, que des modes d'action au début de l'ère industrielle très répandus étaient comme le label, le boycott, visaient à créer des solidarités non pas seulement entre travailleurs salariés, mais aussi avec les consommateurs et entre petits employeurs et salariés, etc. C'est-à-dire des configurations d'action
qui dépassait une qualification juridique de travailleur subordonné d'un côté, d'employeur de l'autre. Et là aussi, il me semble que se rappeler que ces types de solidarité dans l'action retrouvent une grande actualité dans le contexte de ce qu'on appelle la globalisation. Je fais une distinction, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le répète, je crois que la langue française a la chance de permettre la distinction entre mondialisation et globalisation, et mondialisation désignant plutôt l'effort de civiliser la globalisation, puisque mondialisation, c'est mundus par opposition à immundus, c'est le monde par opposition à l'immonde, ce qui nous renvoie à la notion de cosmos et d'anthropologie cosmique qu'a employé Han Sheng hier, c'est-à-dire dans un monde ordonné, le cosmos n'est pas le chaos. Donc la mondialisation, ce n'est pas la globalisation, c'est plutôt un projet. Donc la solidarité a désigné une technique de droits et obligations, des formes d'action. Elle a désigné aussi des organisations. Jean-Pierre Laborde a rappelé comme ce mot venait comme un coup de cymbale, c'était le premier qui venait dans le Code de la sécurité sociale. La solidarité est identifiée à des formes d'organisation dont les premières ont été les mutuelles, qui trouvent beaucoup d'équivalents dans les exemples étrangers que nous avons eu l'occasion de connaître, et qui ensuite est passé du côté de la sécurité sociale. Alors, ce qu'il faut bien percevoir, me semble-t-il, c'est qu'il y a eu là, au travers des techniques, surtout de sécurité sociale, et donc d'affiliation. Alors, l'affiliation est une notion chargée, puisqu'elle renvoie à l'idée de lignage, et donc le droit de la sécurité sociale, et spécialement les régimes de retraite par répartition, ont vu réapparaître sur la scène juridique des formes de dons et contre-dons entre générations qui évoquent fortement ces dettes de vie étudiées par les anthropologues, puisqu'on reçoit la vie de la génération précédente, on la donne à la suivante, et en la donnant, on la rend à celle qui nous l'a donnée. D'ailleurs, les grands-parents dont les enfants ne font pas d'enfants ont le sentiment qu'ils ont été floués. Et la retraite par répartition organise de la même façon un jeu d'obligations qui lie les générations les unes avec les autres, et cela est en rupture avec ce qui était l'horizon du droit des obligations proprement dit du Code civil, qui est un droit instantané où il n'y a pas de mort, finalement, puisque le mort saisit le vif en son noir le plus proche, et où la mécanique du droit des obligations peut ignorer les détraquements physiques et les chaînes générationnelles. Elle peut fonctionner. Donc ce présentéisme, d'ailleurs, revient largement aujourd'hui, ainsi que d'excellents historiens sont amenés à le souligner. Mais le droit de la sécurité sociale est celui qui a réintroduit cette profondeur de la chaîne générationnelle dans un jeu d'obligations, et nécessairement à ce moment-là, dans ce jeu subtil qui nous a été décrit si bien par Danuta Liberski, où, à partir de la lecture de Mauss, d'une série de dons où il y a des intervalles à la fois dans le temps et dans la nature des biens échangés, et que le don et l'échange dans le don, c'est tout à fait autre chose que le contrat. Alors, la solidarité, dans ses différentes facettes d'action, technique d'obligation, d'organisation, a été utilisée comme un moyen d'égalisation des conditions fondées sur une réciprocité, et en ce sens, elle s'est définie par opposition avec le paternalisme, avec la charité, avec le fait que les riches donnent aux pauvres sans rien attendre d'eux en retour. Là aussi, ce sont des observations qui me semblent de grande actualité à l'heure où la mise sous condition de ressources d'un certain nombre de prestations de sécurité sociale rompt clairement avec cette idée d'une solidarité sur les risques où chacun donne et a vocation à donner et vocation à recevoir. Si on passe à un système où certains donnent sans jamais recevoir, on retombe dans des systèmes de charité et au fond, c'est je ne dirais pas retour en arrière parce que ça supposerait une croyance dans un progrès, un sens de l'histoire, c'est autre chose. Mais en tout cas, on sort de ce qu'ont été les schémas de la solidarité. Également, c'est moyen d'égalisation en ce sens, comme l'a très bien rappelé Michael Pure, que les premières formes d'État social
avait en commun avec ce qui nous a été décrit dans un grand nombre de civilisations, le fait que cette solidarité n'était pas une solidarité entre égaux, que bien sûr l'homme a besoin de la femme, mais il n'est pas sur le même pied dans la société traditionnelle, et que derrière les progrès considérables qui ont été permis dans ce qu'on a appelé l'ère fordiste aussi, il y a eu un grand nombre d'inégalités, et que de plus en plus le problème est de penser des formes de solidarité qui aillent de pair avec une égalité des conditions, ce qui est tout à fait différent de ce que donne à voir, par exemple, parce que Louis Dumont traduit dans cette idée d'un tout organique, les visions holistes, où chacun a une place, certes, mais où il y a une hiérarchie des places. Jusqu'où peut-on aller dans la négation de ces hiérarchies ? C'est une question qu'il faut se poser en tant que juriste, c'est-à-dire il peut y avoir des interprétations folles du principe d'égalité, parce que si je dis qu'étant le fils de mon père, j'ai autant le droit de lui d'être l'époux de ma mère, ou je pourrais même être le père de mon père. Alors ça, ce sont des choses qui sont concevables dans le mythe. Je pense qu'il y a certains mythes hindous, on peut engendrer son propre père. Bon. Mais il y a un ordre générationnel, et donc les pères arrivent avant les fils et les mères avant les filles. Alors, autre chose que je dirais, en introduction, rassurez-vous, je ne vais pas déborder mon temps, c'est qu'on nous a rappelé aussi très efficacement et très utilement qu'il fallait se garder d'une vision lumineuse et purement lumineuse de la solidarité, qu'elle a sa part d'ombre et même sa part sanglante, puisque la solidarité se définit par un périmètre de ceux qui sont solidaires, et ceux qui ne sont pas dans ce cercle de la solidarité, eh bien, au mieux, on les ignore, et au pire, on les combat. Ça nous a été rappelé notamment par, évidemment, André Pichot, mais ça a pointé aussi dans plusieurs interventions où il était fait état de problèmes de solidarité assis sur des communautés plus ou moins étroites qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Et c'était un des sens de la remarque d'ailleurs de M. Amir Moïsi, que même sur une communauté aussi grande que l'islam, la question se pose de savoir comment pense-t-on sa solidarité avec l'autre ou les autres. Ainsi entendu, évidemment, la solidarité peut être un facteur de fragmentation. Et d'ailleurs, ça a été un des grands arguments de la révolution néolibérale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, à vrai dire, mais de faire grief aux formes de solidarité, d'être toujours exclusive, en disant la seule institution qui n'est pas exclusive, c'est le marché. Si vous permettez aux instituteurs de faire entre eux une mutuelle des instituteurs, eh bien, évidemment, c'est une sélection des risques, parce qu'on sait que les instituteurs sont des gens sobres, économes, qui ont une sécurité de l'emploi, donc vous sélectionnez des bons risques. Donc la seule chose, en revanche, sur l'assurance, là, il y a égalité, il n'y a pas ces effets de fragmentation. La manière de surmonter ces effets de fragmentation, ça a été la construction de nos grands systèmes de sécurité sociale, où là, le prix à payer, c'est celui de la monétarisation. Et la monétarisation, ça veut dire l'impersonnalisation du lien, et on perd en chemin la compassion, même le sentiment d'abnégation, même le sentiment de réciprocité, finalement. Et il ne reste plus qu'une sorte d'indépendance mécanique imposée de l'extérieur qui sape la légitimité des institutions de solidarité. Alors, je voudrais seulement, dans le temps qui me reste, essayer de suggérer quelques pistes qui pourraient être des pistes de recherche pour des chercheurs, le mot chercheur est, je n'aime pas trop ce mot-là. Donc, disons, pour de jeunes esprits qui voudraient un petit peu penser le monde où ils vivent et puis créer du neuf, il y a des domaines à explorer. Alors, peut-être le premier, pour partir du très large, pour arriver à des choses plus petites, c'est la question qu'on pourrait dire, le terme est très malheureux, j'apprécie trop le travail d'Augustin Berg pour ne pas savoir toutes les critiques qu'on peut faire au concept d'environnement qui reproduit l'idée d'une opposition sujet-objet, homme-nature, mais enfin, disons environnementale, puisque c'est comme ça qu'on dit. L'idée de solidarité environnementale. Ça, c'est une idée qui est apparue sous plusieurs modes
dans les interventions. Il y a le mode de l'ancrage, plus que l'ancrage, de la réduction biologique des solidarités à une lecture purement biologique des modes d'être ensemble humains. Donc c'est la biosociologie en particulier dont il a été question. Chez Durkheim, c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a aussi la division du travail, comme nous l'a expliqué monsieur Musso. Mais ça, c'est une manière de concevoir l'inscription de l'homme dans son milieu, c'est de le rabattre. Il est un objet naturel comme les autres, et donc la connaissance de la nature va nous révéler la connaissance des vraies lois immanentes de la société. Alors ça a eu énormément de succès, ça continue à en avoir. Il y a encore des travaux maintenant où on observe les changements de couleur du cerveau, nous dirait quels seront qui déterminerait nos préférences religieuses ou des choses de ce genre. Il y a une volonté de ramener tout phénomène, qui soit d'ailleurs de solidarité ou de violence, à des déterminations de type biologique. Ce n'est pas cela qu'on peut entendre par inscription dans le milieu, au sens de la médiologie avancée par Augustin Berg, ou dans le sens évoqué par Anne Scheng lorsqu'elle parle justement d'unité anthropo-cosmique. C'est au contraire l'idée de voir l'être humain, certes, ancré dans un milieu naturel. Il ne s'agit absolument pas de le détacher de ses réalités biologiques et du monde physique dans lequel il est, mais il a une qualité propre. Et cette qualité propre, eh bien, là, la communication d'Anuta Liberski, dans les remarques qu'elle a pu faire sur le dialogue à distance entre le neveu et l'oncle Durkheim, lorsque Mauss réinstalle dans l'appréhension de la solidarité la dimension du symbolique comme absolument essentielle, là, ce n'est pas une manière de couper avec le milieu, mais de le penser autrement. Alors, il me semble qu'il y a là, ces précautions étant prises, conceptuelles, un domaine à explorer pour les juristes. Ils ont de bonnes raisons de le faire, puisque c'est une des choses assez remarquables de la Charte de Nice, quel que soit son faible effet normatif, ainsi que l'a souligné Pierre Prodière, c'est d'englober à la fois ce qu'on appelle le social et l'environnemental, c'est-à-dire que sous le chapeau solidarité, il y a les droits sociaux qu'on attendait, enfin, c'est classique, et il y a aussi les questions d'environnement. Alors ce couplage est fait aussi dans cette notion de branding, de publicité, on appelait ça de la réclame quand j'étais enfant, de réclame, qui est la responsabilité sociale des entreprises, qui s'appelle maintenant sociale et environnementale. Donc ce couplage, il s'est révélé pertinent dans plusieurs des exposés. Je pense par exemple à l'exposé de Supriya ce matin, qui nous a expliqué qu'au fond, le point de départ du programme de jours de travail garanti aux paysans en Inde, ça a été des inondations. Ou à la communication de Jean-Noël Robert nous expliquant le rôle de la catastrophe de Fukushima dans la réactivation d'un certain nombre de formes de solidarité. Face à la catastrophe, ceux qui se sentaient les plus éloignés se retrouvent solidaires. Alors, ce n'est pas forcément susceptible de faire lien, parce que la catastrophe passe, mais si les catastrophes environnementales prennent une très grande ampleur, on peut penser que ça sera une bonne nouvelle pour la solidarité et le sentiment de solidarité entre les êtres humains. Donc là, on a un premier domaine de travail. Un second, ça serait peut-être la réflexion entre solidarité et égalité. Ce thème a été abordé de plusieurs manières. On a parlé de solidarité verticale et horizontale, Madame Scheng ou Monsieur Ashkar. Et il semble qu'il y ait une tension entre deux interprétations. La solidarité peut justifier des différences. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans l'exposé de Madame Scheng sur sa conception confucianiste, c'est ce qu'elle a appelé une solidarité verticale, ou bien le modèle de Roosevelt, ou bien elle peut être un instrument d'égalisation, et elle est un instrument d'égalisation en ce sens qu'elle rompt avec la charité, et que faire que chacun à la fois contribue et reçoive participe de la dignité, et qu'il y a quelque chose d'indigne à être considéré simplement comme un pur créancier
et sans jamais être débiteur. Alors, on ne peut qu'être frappé par le fait que les impératifs de justice sociale tels qu'ils ont été définis après-guerre ont été essentiellement définis en termes d'avoir, d'égalité dans la possession de biens ou d'accès à des positions économiques. Ça a été le premier sens de la justice sociale, et comme l'a montré Michael Pure, et aussi dans un livre remarquable, bien qu'ancien, mais c'est avec le temps qu'on s'aperçoit que c'est le livre remarquable, qui est Beyond Individualism, qui date de 1995, je crois, où vous montriez très bien comment, derrière l'apparence d'une société américaine réduite à une poussière d'individus, on a en réalité l'éclosion de multiples types de communautés dont les rapports réciproques peuvent être problématiques. Donc on a eu ce passage d'une justice fondée sur l'avoir à une sur l'être, où les questions d'identité, de reconnaissance identitaire sont devenues au premier plan et même carrément obsessionnelles. Alors on peut penser qu'il y a là une impasse, que certes on doit tenir compte des défauts de reconnaissance, pour parler de langage de Ricoeur, qui ont justifié le passage à ce qu'on pourrait appeler une justice recognitive, mais que la meilleure façon d'être reconnue, c'est dans son action. Et là, je reviens aux remarques qu'a fait Danuta sur la part, quand elle rappelait que dans le don, on donne toujours une part de soi-même. Voilà, on paye de sa personne. Et donc la part du travail est inéliminable de toute réflexion sur la justice sociale. Et précisément, c'est le travail qui a été éliminé de ces deux définitions, puisque la justice sociale au sens économique ne s'intéresse qu'à la répartition des revenus, et qu'au plan identitaire, c'est des sortes d'assignations. Je suis défini par mon orientation sexuelle, par mon origine ethnique, par je ne sais quoi, mais pas parce que je suis capable de faire. Donc la question d'une juste division du travail me semble une question qui mérite encore d'être posée. Alors, j'ai encore 2-3 points, mais je ne veux pas être trop long. Un autre domaine où il pourrait y avoir des travaux à développer, c'est sur la notion de la solidarité en tant qu'organisation, ou pour le dire dans un terme qui me paraît plus expressif, la question de l'institution de la solidarité. La solidarité, ça peut être un moment où on est solidaire, mais elle se fige, elle se pérennise dans des organisations. Alors nous les avons évoquées à propos des mutuelles, nous les avons évoquées aussi dans la contribution de Supriya Ruth sur ces organisations spontanées en milieu urbain de personnes sans droits sociaux qui s'organisent pour se donner une certaine protection. Initialement, cette organisation, elle était censée comme un pur outil technique neutre. Il y a un paradoxe ou un mystère dans l'histoire juridique française, en tout cas, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que le concept juridique fécond, ce soit celui de fraternité, puisque dans la devise républicaine, il y a liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté, égalité sont des principes sans cesse mobilisés par le Conseil constitutionnel et les juges français, et fraternité, jamais. C'est sans doute dû au fait que fraternité implique toujours la référence à une dimension symbolique, justement, à une dimension d'un auteur commun, qui est un auteur mythique, mais ça ne se déroule pas sur un plan horizontal et purement mécanique, si je puis dire. Et donc c'était l'avantage certainement de la solidarité de se prêter à faire l'impasse sur ce que pouvait être une dimension du tiers dans la constitution de groupes solidaires, et à tenter au contraire d'y voir simplement la mise en forme par le droit de formes de solidarité qui seraient immanentes à la société elle-même, puisque ça aussi, ce point a été évoqué dans plusieurs des contributions, notamment dans celle de M. Musso. Mais à partir du moment où l'on ne cède pas à l'idée que solidarité ou conflit ne procéderait de simple détermination biologique, cette troisième dimension est inévitable. Alors, on ne va pas revenir au mot fraternité, mais elle est inévitable. Il y a toujours une dimension de tiers
ne serait-ce que parce que, si je reprends les terminologies de Mauss ici, il y a aussi le « haut », il n'y a pas seulement les biens qui s'échangent, il y a ce qui est garant de l'échange, et donc on ne peut pas imaginer institution de système de solidarité qui ne se réfère pas au sens de la théorie du droit, référence avec un grand R. Alors cette référence peut être religieuse, peut être ethnique, elle peut être tout ce qu'on veut, mais les organisations ne sont pas des simples problèmes de ce point de vue de management. Et il me semble que la plus belle image que nous avons eue de ça pendant nos travaux nous a été donnée par M. Revel lorsqu'il nous a appris, enfin, en tout cas, moi, il m'a appris, que cette image de l'hostie sur laquelle on imprime l'image du Christ et qui est une sorte d'écho à la monnaie sur laquelle il y a le visage de l'empereur, donc avec l'idée du sou, le sou qui vient du mot solidus, justement, ce qui lie, où le lien était fait très directement entre ce qui fonde un ordre solidaire et ce qui fonde un ordre monétaire. Et les deux ne sont pas séparables, entièrement séparables, parce que la monnaie elle-même repose toujours sur le crédit, c'est-à-dire sur la croyance, c'est-à-dire sur la foi. Et de ce point de vue, je retiens aussi, pour ces questions d'organisation, de l'intervention de M. Revel, sa brillante analyse sémantique de la communion des saints, où il nous a expliqué que c'était les saints et les personnes, mais aussi des choses sacrées. Et communier dans les choses sacrées nous remet de plein pied avec ce qu'a été la définition du droit public, c'est-à-dire qu'une cité, un ensemble citoyen se réfère nécessairement à une dimension qui est posée, qui est de cet ordre. Alors, dans les 2-3 autres thèmes, parce que j'ai de quoi donner des sujets de thèse pour longtemps, peut-être... oui, solidarité, un autre thème, c'est solidarité et liberté. C'est un thème important, et capacité d'agir ou action. Nous avons vu qu'un des sens importants de la solidarité, c'est la capacité d'agir collectivement. Et ça a été au cœur de la communication de M. Xiang. On pouvait s'attendre, à propos de la Chine, à entendre parler des problèmes de mise en place de systèmes de retraite, etc. Non, ce qu'il a souhaité nous faire comprendre immédiatement, c'est justement que la solidarité, d'abord, c'est des formes d'action collective, et dont nous avons vu, alors ça conforte le point que j'ai abordé avant, elle se réfère à l'hymne national, donc la dimension de référence tierce opposée au pouvoir politique était évidente. Et par conséquent, cette dimension de l'action, de la capacité d'agir, est extrêmement importante. Nous l'avons retrouvé dans l'exemple des tontines, par exemple, qui, dans le cas africain, ne sont pas conçues seulement pour faire face à des risques, mais permettent à ceux qui cotisent à la tontine de prendre des initiatives dans un certain nombre de cas. Et ici, c'est cette idée de liberté subsidiée qu'a évoqué aussi M. Laborde. Je crois que ça, c'est une très grande modernité, parce que on a bien senti dans l'histoire qui nous a été faite que ou bien on se remet à la liberté, l'initiative des uns et des autres pour se protéger, mais à ce moment-là, il y a des inégalités d'information, il y a ceux qui seront dans des groupes, ceux qui ne seront pas, ou bien à ce moment-là, c'est des systèmes généraux, anonymes, mais on perd la dimension d'implication, j'allais dire sentimentale, de la solidarité, et ces gros systèmes ne prennent en charge que la réalisation de risques extérieurs au libre choix des individus. Alors que l'un des problèmes que l'on peut avoir à traiter, et c'est l'exemple que nous donnent les tontines, c'est que la liberté individuelle, la capacité individuelle de s'engager dans une action suppose de pouvoir s'adosser à une solidarité collective. Et c'est en ça que, me semble-t-il, alors les tontines, il ne faut pas magnifier, il ne s'agit pas de dire on va importer les tontines dans la région parisienne, entendez-moi bien, mais qu'il y a là une articulation entre solidarité, dimension collective et liberté d'agir individuelle qui mériterait d'être méditée et développée. Pour terminer, dernier thème sur lequel j'avais promis d'ailleurs de revenir, c'est les liens entre solidarité et responsabilité. Donc je reviens un peu au début de notre historique et à ce que nous a exposé Alain Wiesfels.
Sur ce point, je ne suivrai pas M. Salah quand il dit que ça n'a rien à voir avec le sujet ou ça n'a plus à voir. Il me semble au contraire que ça a été vrai jusqu'à une période récente, mais c'est plus que jamais d'actualité, cela aussi. Pensez simplement à ces jeunes femmes du Bangladesh, il y en a 1200, je pense, qui sont mortes écrasées dans des entreprises de couture qui ont l'immense avantage de nous permettre d'acheter des produits extrêmement bon marché. Eh bien, là, on pourrait dire qu'il y a une question de solidarité. Alors, il y a une question de solidarité sentimentale, peut-être éventuellement, parce que le temps d'un soir, on voit les images de ces pauvres femmes écrasées. Mais il y a aussi une question de responsabilité juridique qui peut être posée dès lors que l'on ferait des rapprochements avec ce qui se passe dans d'autres domaines. Alors, je pense par exemple en droit européen à la responsabilité, je prends deux exemples, la responsabilité du fait des produits défectueux. Celui qui fait circuler un produit qui se révèle nuisible doit répondre des conditions de ce produit. Eh bien, on pourrait dire de même, celui qui met en circulation sur un marché des produits qui ont été fabriqués dans des conditions attentatoires aux droits sociaux fondamentaux doit répondre des conséquences dommageables de ses choix de gestion. Et là, on retrouve tout l'intérêt de ces débats de Bartol et Akurs lorsqu'ils se demandent quel est le critère de la mise en œuvre de la solidarité. Est-ce que c'est le fait de posséder? Est-ce que c'est le fait de participer à la décision? Est-ce que c'est le fait de profiter? Il y a un champ, mais il est certain que cette idée était déjà présente. Participer à une décision, à une prise de pouvoir économique, engage nécessairement une responsabilité. Or, nous savons que les nouvelles formes d'organisation juridique des sociétés ont toutes été conçues pour justement dissocier la réalité de l'exercice du pouvoir économique de l'imputation de la responsabilité juridique. Et il y a ce problème de reconnexion passe par la réactivation du concept de responsabilité solidaire. Alors, il y en a des exemples, là encore, en droit européen. Comme je veux avoir l'air d'être un bon juriste, j'avais la référence, mais enfin, ça ne fait rien, vous me ferez confiance. Il y a une décision de la Cour de justice européenne selon laquelle une société mère est solidairement responsable des atteintes que ses filiales peuvent porter à la libre concurrence. Je parle sous le contrôle de Pierre Rodier. Alors, cette décision n'est pas transposée aux questions sociales, mais on pourrait imaginer qu'elle le fût, c'est-à-dire qu'on dise une entreprise qui, en réalité, contrôle l'activité des autres, doit répondre de certains choix de gestion dès lors qu'ils sont contraires aux droits sociaux fondamentaux. Ça serait d'autant plus logique que la consécration des droits sociaux fondamentaux dans les déclarations et dans les protocoles des Nations Unies n'est interprétable que comme autant de devoirs. Alors là aussi, c'est la dernière leçon, peut-être que je retiendrai de ces deux journées, c'est que droits et devoirs sont indissociables dès qu'on parle de solidarité, puisqu'être inscrit dans un système de solidarité, c'est indissociablement avoir des droits et des devoirs. Et donc toute atteinte toute fuite face à ces devoirs est une atteinte aux droits fondamentaux, et on a besoin de dispositifs juridiques qui permettraient de demander aux entreprises qui le font de répondre de ces atteintes. Alors jusqu'à présent, ces sujets sont dans les limbes, si je puis dire, de la publicité ou de la réclame, puisque la responsabilité sociale et environnementale des entreprises relève de la communication des entreprises, et qu'ils prennent bien soin de dire c'est une responsabilité, mais on ne veut pas être poursuivi en aucun cas. Donc je suis responsable devant personne, que devant moi-même. Bon. Alors pour un juriste, ça, ce n'est pas de la responsabilité. On peut penser qu'à terme, cette position ne sera pas tenable, et il y aurait là à s'inspirer aussi des États-Unis, enfin d'un point que Michael n'a pas évoqué, mais vous savez, les juristes attendaient avec attention, les juristes de droit social, la décision de la Cour suprême dans l'affaire Kiobel, qui concerne justement, je crois, ces victimes au Nigeria de pollution, puisque le droit américain offre une voie de droit qui permet d'attraire une multinationale américaine devant le juge américain pour répondre d'atteintes à des droits fondamentaux commis par des sociétés dominées par ces multinationales. Et on craignait que la Cour suprême ne ferme cette porte. À vrai dire, elle ne l'a pas fermée tout à fait, elle a légèrement repoussé. Mais on pourrait imaginer qu'au niveau européen,
eh bien, il y ait un système de tiers, de juges, qui puissent s'assurer au niveau européen un dispositif de ce genre permettant d'activer cette responsabilité solidaire et de passer ainsi par-dessus de constructions juridiques de droit commercial qui sont souvent faites que pour échapper justement à la responsabilité. Voilà les quelques idées qui me venaient en vous écoutant. Vous en avez eu beaucoup d'autres, j'en suis sûr. Alors c'était fait pour mettre nos esprits en mouvement, nous obliger pendant 2 jours à ne pas avoir les yeux rivés sur notre iPhone, et nous inviter éventuellement à réouvrir des livres, notamment les livres qui ont pu être écrits par tous les collègues ici réunis. En tout cas, je vous remercie tous, alors mes collègues d'être venus, le public de sa grande patience, et peut-être à l'année prochaine, parce que l'an prochain, mon séminaire, je pense, portera sur l'actualité juridique de l'entreprise, justement, et aura lieu sous forme de colloque, à peu près à la même époque, au courant juin. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.